Ah, c'est bon, c'est bon. Très bien. OK. Alors, je vais parler un petit peu de l'évaluation des fonctions visuospatiales dans un bilan neuropsychologique standard, de base. Par exemple, celui qu'on peut faire avec un patient suspecté d'avoir des maladies neurodégénératives. Et on attend déjà une première difficulté, que c'est terminologique, que c'est qu'il n'y a pas de noms tout à fait consensuels concernant ce qu'on pourrait dire la cognition spatiale, ou les fonctions visuospatiales. J'ai choisi le terme fonction visuospatiale pour inclure tout ce qui est perceptif et cognitif et modalité visuospatiale, mais ça pose problème pour certaines personnes qui réservent le terme visuospatial pour certaines parties de tous ces processus. Mais on pourrait parler de la cognition spatiale et on aurait un problème similaire de terminologie entre ceux qui font une distinction nette entre l'aspect perceptif de la vision et l'aspect cognitif de la vision. C'est-à-dire qu'on a toujours un problème pour choisir un terme qui soit générique et qui soit compatible avec toutes les options ou la pertinence du point qu'on veut attendre. Ici, je vais utiliser fonction visuospatiale incluant les aspects perceptifs, les aspects cognitifs et les aspects de manipulation spatiale. Bon, dans un bilan neuropsychologique, supposons que c'est un patient qui a un trouble non spécifié pour le moment. Il faut déjà voir s'il a des troubles en général. Mais étant donné que c'est sur la cognition spatiale qu'on va parler aujourd'hui, ou la cognition visuelle, la question ce serait à la base de déterminer si le patient a ou non un trouble spécifique de la cognition visuelle. Et spécifique de la cognition visuelle, dans ce cas, veut dire que c'est un trouble de la cognition visuelle qui n'est pas un retentissement sur la visoconstruction, par exemple, d'autres troubles. C'est-à-dire, un patient pourrait avoir parfois des troubles un peu généraux, comme par exemple les troubles de type exécutif, qui peuvent retentir sur tout un ensemble d'activités instrumentales, y compris les activités visuoconstructives et modalités visuospatiales. Et dans ce cas, on aurait tendance à dire que c'est un retentissement sur les activités visuoconstructives des troubles exécutifs, plutôt qu'un trouble spécifique de la cognition visuelle. En tout cas, on veut voir s'il y a un trouble spécifique de la cognition visuelle, et si c'est le cas, voir à peu près de quel type de troubles visuospatial il s'agit. Et idéalement, on essaye aussi de faire une estimation de la sévérité de ces troubles, s'il est observé, par rapport à d'autres troubles observés de la personne qui consulte. Bon, en simplifiant un peu les choses, je veux me restreindre à faire une distinction entre trois types généraux des troubles que la personne peut avoir, que c'est les troubles pour voir, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on veut dire par ça, ou un trouble pour reconnaître en regardant, ou un trouble pour manipuler des images. Évidemment, ces troubles-là peuvent venir de manière combinée, on peut avoir plusieurs de ces troubles à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par voir? C'est la première question. Je propose de contempler pendant quelques secondes cette image et vous demandant vous-même qu'est-ce que vous percevez, qu'est-ce que vous voyez, en essayant de distinguer entre ce que vous voyez, ce que vous savez et ce que vous pensez. Quelques secondes pour que chacun essaye de tirer ses propres conclusions. Bon, probablement la manière la plus naturelle d'exprimer ce qu'on voit lorsqu'on observe cette image, c'est tout simplement de dire qu'on voit un cube. C'est comme ça qu'on le dirait au quotidien. Et évidemment, ce n'est pas faux. On ne va pas dire qu'on ne voit pas un cube, au moins dans un sens large de voir. Cela dit, il y a certains problèmes à dire que là, on voit, d'un point de vue purement visuel, un cube. En fait, on voit au maximum des parties d'un cube.
Par exemple, un cube a 6 faces. Ici, on voit au maximum, précisément, 3 faces. On suppose que de l'autre côté, il y a des faces qui sont probablement du même type, mais on n'est pas sûr. Et en fait, qu'elles soient là ou pas, on ne les voit pas, on pourrait dire. C'est-à-dire que dans un sens, ici, ce qu'on voit, c'est quelques surfaces orientées par rapport à l'observateur. Et éventuellement, on pense à un cube, mais les cubes, on ne les voit pas. C'est une conséquence plus éloignée dans les traitements visuospatial, mais peut-être ça n'appartient pas à la sphère purement perceptive. Dans les modèles des MAR de 1982, il exprimait ce qu'on voit. Évidemment, c'est compliqué, parce que, comme je vous le disais, ce n'est pas faux de dire qu'on voit un cube. Mais dans les sens où on parle de la dernière étape qui est purement perceptible du cube, ce qu'on voit, c'est un ensemble de surfaces orientées par rapport à l'observateur avec quelques caractéristiques. Ça bloque. Alors, on voit un ensemble de surfaces orientées, la profondeur est spécifiée par rapport à l'observateur. Une autre caractéristique, c'est que l'image qu'on voit, qu'on pourrait dire la partie visible du cube, c'est une dérivation des propriétés qui sont présentes dans la rétine. Celle qui n'est pas directement dérivée de la rétine peut être éventuellement inférée, mais n'appartient pas au contenu visuel purement perceptif. Et une autre chose qui sera importante pour la suite, c'est que cette vision, dans ce sens purement perceptif de la vision, est indépendante de l'identification de l'objet. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement ne pas savoir qu'est-ce qu'un cube en voyant une chose identique, voire similaire, voire identique. En simplifiant un petit peu, ce n'est pas la terminologie qui est utilisée habituellement. En général, on appelle sketch 2 dimensions et demie et cette représentation-là. Mais je crois que ce ne serait pas aller trop se tromper d'appeler ça la forme visible de l'objet. Évidemment, il y a un problème avec l'utilisation du mot visible qui est un peu circulaire, mais c'est assez parlant. C'est-à-dire que c'est la portion de la forme de l'objet qui est accessible via la vision, au sens perceptif. Bon, et où ça se passe dans le cerveau, le consensus, c'est de penser que ça appartient à un circuit occipito-pariétal, où les aspects plus proches de la stimulation sensorielle sont faits dans le lobe occipital et des étapes plus intégratives dans le lobe pariétal. Le lobe occipital ici en vert et le lobe pariétal en jaune. Bon, pour clarifier, ça ne veut pas dire que le lobe pariétal, par exemple, n'est fait que ça. Il y a beaucoup d'aspects avancés de la vision dans lesquels le lobe pariétal va jouer un rôle qui vont au-delà de cet aspect purement perceptif. Et c'est en général des processus pour lesquels l'identification de l'objet n'est pas nécessaire. Des processus tels que la capacité à poursuivre du regard, traquer un objet visuel, à calculer la permanence visuelle de l'environnement et des objets qui appartiennent à l'environnement de l'observateur, la mise à jour des cartes spatiales, etc. Des activités éventuellement assez complexes d'un point de vue computationnel, mais qui en général ne nécessitent pas l'identification conceptuelle de l'objet. Bon, passons à une description très sommaire de ce qui est requis pour reconnaître.
L'idée de base, c'est que la reconnaissance d'un objet nécessite l'intersection du contenu visuel, purement perceptif, avec une base de données, des informations sur l'objet qui sont stockées dans la mémoire, qui appartiennent aux connaissances d'arrière-plan de la personne. Le consensus, c'est de déplacer ce type de connaissances dans la mémoire, on appelle ça la mémoire sémantique, et sa place c'est dans le lobe temporal, ici en bleu. Alors, la partie de la cognition qui passe ou qui met en rapport l'aspect purement perceptif avec la reconnaissance des objets, ça fait partie du circuit occipitotemporel. Comme dans tous ces cas où on parle d'un circuit, l'identification globale est peut-être relativement consensuelle. Ce qui est beaucoup moins consensuel, c'est où s'arrêtent les étapes intermédiaires du processus. L'idée de base, c'est alors que le contenu visuel est intersecté avec la connaissance préalable de la forme typique ou une forme canonique des objets qui est emmagasinée en mémoire, et celle-ci active les concepts. Sans savoir spécifier les niveaux d'abstraction ou quelles sont exactement les propriétés exprimées par la représentation qui est intersectée avec les connaissances d'arrière-plan, on ne peut pas trop savoir dans quelle partie générale du processus l'intersection se réalise. Par exemple, est-ce que l'objet qui est nécessaire pour éliciter ou pour activer l'information en mémoire sémantique est exprimé en 2 dimensions, ou 2 dimensions et demie dans ce sens du contenu purement perceptif, ou plutôt en 3D. Ces 2 options qui peut-être ne sont pas exclusives les unes des autres, peut-être il y a des combinaisons possibles, mais on pourrait exprimer les doutes de cette façon-là. Par exemple, une manière de voir comment on arrive à reconnaître les cubes, c'est de supposer que la spécification en 2 dimensions, je simplifie, j'ai dit 2 dimensions, mais c'est plutôt ces 2 dimensions et demie du contenu perceptif, purement perceptif, que cette représentation active une représentation et que cette représentation joue un rôle dans la construction de l'objet en 3 dimensions. C'est-à-dire que la représentation stable de la forme visible de l'objet, plus les connaissances d'arrière-plan qui sont mises en correspondance, permettent au système visuel humain de construire un modèle en 3 dimensions en utilisant cette connaissance emmagasinée sur l'objet, dans lequel les propriétés non visibles de l'objet, comme par exemple les côtés qui sont derrière les cubes, sont inférées. C'est-à-dire que dans cette conception-là, pour revenir à l'exemple du cube, on dirait que la personne voit 3 faces d'un cube, sans forcément savoir que c'est un cube. Elle cherche dans ses données en mémoire à long terme, en mémoire sémantique, pardon, des connaissances des cubes canoniques, des images des objets candidats, jusqu'à ce que ce soit intersecté avec des images canoniques d'un cube. Alors la personne infère qu'il s'agit d'un cube, et sachant maintenant qu'il s'agit d'un cube, elle sait que derrière, probablement, il y aura des faces qui ont la même forme, par exemple. C'est-à-dire que dans ces cas-là, l'identification a été utilisée pour arriver à la représentation en 3D. L'autre alternative, qui est plus proche du modèle d'Aymar, mais c'est un des aspects les moins consensuels du modèle d'Aymar, c'est qu'il essayait de construire un modèle dans lequel la représentation en 2 dimensions donnait lieu à une représentation canonique en 3 dimensions, et éventuellement, c'est à ce stade-là que la reconnaissance se ferait après. On peut imaginer qu'il y a une représentation stable des formes visibles de l'objet, comme on l'avait discuté auparavant, que ça génère, grâce à une sorte de manipulation mentale et à des transformations qu'il utilise dans son modèle des primitifs des volumes,
et recherche une représentation probable en 3 dimensions, et c'est grâce à cette représentation que la personne reconnaît l'objet. Bon, ces 2 modèles alternatifs, sur qu'est-ce qui vient d'abord, qu'est-ce qui est la cause, quelle est la conséquence, qui probablement ne sont pas excluantes, et que selon les cas, ça peut être utilisé et pour certains types d'objets ou de processus, peuvent être utilisés de manière alternative ou combinée. Bon, et juste pour, je crois que j'ai déjà dit, dans cette deuxième alternative, la personne voit 3 côtés d'un cube. Même avant de reconnaître que c'est un cube, elle fait une transformation un peu automatique de ce qu'elle voit. Elle infère qu'il y a une figure en 3 dimensions qui est symétrique, et conclut après que c'est un cube. Bon. Il y a un troisième grand groupe des capacités neurovisuelles, qui sont celles qu'on rapproche de la mémoire de travail en modalité visuelle ou qu'on appelle, dans certains modèles, les calepins visuospatiales ou les blocs-notes visuospatiales. C'est un aspect plus exécutif de la manipulation spatiale qui est censé avoir lieu dans un circuit fronto-pariétal. C'est une des composantes du modèle de Baddeley de la mémoire de travail. L'idée, c'est qu'on a tous... Il y a des modèles alternatifs, il faut savoir ça, mais c'est un qui est assez intuitif et qui continue à être utilisé, le modèle du bloc-notes, dans lequel la personne, en temps réel, à tout moment, a la possibilité de stocker de manière temporaire des informations en modalité visuelle qui ont une durée courte, mais qui sont exploitées par la capacité à penser une image, et des possibilités de manipulation relativement complexes de ces représentations deviennent possibles grâce à l'utilisation des ressources combinées du lobe frontal et du lobe pariétal. Alors, un circuit fronto-pariétal. L'idée de base, c'est que les aspects plus exécutifs de ces manipulations mentales qu'on fait en mémoire de travail seraient guidés par la partie frontale, les aspects plus des maintiens ou des transformations relativement automatiques des représentations ce serait réalisé plutôt par le lobe pariétal. Frontal ici en rouge, pariétal en jaune. Bon, on voit déjà que une bonne partie du cerveau, pour ne pas dire presque tous les cerveaux, jouent un rôle dans la cognition visuelle, que ce soit pour les aspects plus proche de la stimulation sensorielle ou pour la manipulation ou pour la représentation sémantique de l'objet, tous les lobes du cerveau sont impliqués. Bon, et parlons brièvement des altérations de ces fonctions cognitives. En simplifiant un petit peu, on peut dire que lorsqu'il y a un déficit chez un patient, par exemple, de la capacité à se représenter la forme visible, ce qu'on dirait, cet aspect, les surfaces orientées dans les modèles dont on avait parlé, que c'est toujours une modalité égocentrée, ou des difficultés à détecter les limites entre les différents objets, ou à différencier la forme du fond, ou à estimer les distances que l'observateur a par rapport aux objets, par exemple, sans avoir un trouble sémantique, c'est-à-dire s'il n'y a pas de raisons constatées par ailleurs que la personne a un trouble sémantique et elle a un déficit qui semble être spécifique à cet aspect-là, on va supposer, ce sera confirmé, mais on va supposer qu'il y a un probable déficit qu'on appelle dorsal occipito-pariétal. Ça peut être présent dans certaines variantes de la maladie d'Alzheimer ou dans des dégénérescences corticobasales, démence à corps de Lévy, etc. Et en revanche, s'il y a un déficit de la capacité à reconnaître des objets sans avoir un trouble de la représentation de la forme visible des objets, c'est qu'on nomme les agnosies, et la sémantique est impliquée et on va parler d'une probable attente
occipitotemporale ou de la voie ventrale de la vision, qui peut être présente dans les maladies qui, comme la démence frontotemporelle ou la variante sémantique de la maladie Alzheimer, ou dans une lésion dans les régions temporales, temporopolaires, qui donne lieu à un trouble sémantique, c'est-à-dire une attente des connaissances d'arrière-plan de la personne. Et finalement, on peut avoir, même si c'est rare, je pense, relativement rare, un déficit de la capacité à manipuler des images, sans déficit sémantique et sans déficit dorsal. C'est-à-dire que tout ce qui serait les calculs automatiques des propriétés géométriques, purement géométriques de l'objet, qui ne nécessite pas la sémantique, est préservé. De notre partie, tout ce que la personne doit savoir sur les objets pour les reconnaître est aussi préservé. Et malgré cela, la personne a des difficultés notables à opérer avec des images mentales, à faire des rotations mentales, par exemple. Ce serait plutôt un trouble de type fronto-pariétal, probablement, si ces aspects sont préservés, probablement un type de trouble frontal. Ce serait peut-être un de ces cas où on aurait tendance à penser que c'est un retentissement sur les fonctions visuospatiales d'un trouble exécutif. Ça peut être présent dans la démence frontotemporale, dans la maladie Alzheimer à variante frontale, etc. Bon, et je laisse pour la fin une présentation rapide des outils d'évaluation pour essayer de voir s'il y a un trouble ou si c'est un trouble de la capacité de chacune de ces versions des variantes qu'on a vues, un trouble de la capacité de voir, de reconnaître ou de manipuler des images, qu'on n'est pas obligé de tous les voir, peut-être je peux laisser certains pour la discussion. Avec le temps, je suis comment je commence à finir. Bon, très rapidement alors. En général, dans un bilan neuropsychologique, on exploite assez largement les capacités viso-constructives de la personne, c'est-à-dire la capacité basiquement à copier et à dessiner. Et dans les cas où il y a une attente grave de la dextérité, ça peut poser problème. Et on devra chercher d'autres manières de tester la cognition visuelle. Mais dans l'énorme majorité des cas où la dextérité ne pose pas de problème grave, c'est un moyen assez rapide et commode d'évaluer la cognition visuelle. Ça, ce serait par exemple une des premières figures qu'on a l'habitude de faire copier un patient dans un test de dépistage. C'est assez rapide. Disons que si c'est réussi, c'est pas trop informatif, comme dans plusieurs tests de dépistage. Mais par contre, si c'est échoué, ça donne une indication qu'il faut explorer davantage dans la cognition visuelle. Notre activité ici, ce serait, par exemple, de copier ces figures, ces lignes, en essayant de préserver les distances relatives entre les lignes et par rapport à l'observateur qui dessine. C'est aussi un test assez basique, utilisé pour le dépistage des éventuels troubles dorsaux, de la partie dorsale de la cognition visuelle. Après, il y a des activités qui sont très informatives pour l'aspect de la vision, même si elles ne sont pas pures. Par exemple, les trail-making tests, qui est un test très utilisé dans les bilans neuropsychologiques, n'est pas fait en premier lieu pour étudier la cognition visuelle. En général, c'est pour voir la vitesse des traitements et un peu des fonctions exécutives, mais c'est très chargé en capacité visuelle de base. La personne doit tracer une ligne qui relie les points dans l'ordre, et pour cela, évidemment, la personne doit être capable de bien cibler chacun des chiffres et d'explorer l'espace. Et par exemple, la possibilité de faire ça, lorsque la possibilité de le faire est préservée, mais la personne a besoin d'un temps disproportionné pour atteindre la cible, ça peut être une indication de troubles visuospatiaux.
La figure de Ré, c'est peut-être la figure la plus connue utilisée pour évaluer les fonctions visuospatiales. Et c'est une figure qui n'a pas de signification, c'est-à-dire que c'est une bonne occasion d'étudier les aspects de la cognition visuelle qui ne nécessitent pas de l'interprétation de l'objet, c'est-à-dire plutôt les aspects occipito-pariétaux. Les soucis, c'est que la construction du dessin nécessite une charge assez importante de planification. La personne doit savoir comment s'y mettre, doit prendre des décisions par où commencer les dessins, par exemple, etc. C'est un de ces cas où ce serait assez informatif si le sujet réussit dans un temps normal la copie de la figure, parce que ça donne une bonne indication que non seulement les aspects de planification sont préservés, sinon aussi les aspects visuospatiaux. Par contre, si elle n'est pas réussie, là, il faudrait essayer de déterminer si ça a été un problème de planification ou un problème plus spécifiquement visuospatial. Et pour cela, on peut descendre d'un niveau la charge de planification, comme par exemple dans ce test-là, où il y a une charge de planification qui est toujours présente, mais elle est moindre. Et si la personne continue à échouer la copie de cette figure-là, qui a des critères de cotation déjà assez robustes, on pourrait conclure dans ce cas que probablement ce n'était pas la charge de planification qui crée les problèmes visuospatiaux, sinon plutôt l'aspect visuospatial spécifique. Alors, il y a des tests comme celui-là qui sont assez riches, ça s'appelle figure enchevêtrée, qui permet de distinguer un peu les aspects sémantiques et les aspects purement perceptifs de la cognition visuelle. Par exemple, une personne qui aurait un trouble de type dorsal pourrait avoir des éventuelles difficultés à bien trouver les contours des différentes figures, même parfois si elle est capable de les reconnaître. Par exemple, ça peut arriver qu'une personne ne construise pas une représentation stable de la forme de l'objet, une représentation complète, mais ce qu'elle a pu reconnaître et ce qu'elle a pu se représenter d'un point de vue perceptif lui a suffi quand même pour reconnaître l'objet. C'est possible. Et à l'inverse, il se pourrait que la personne ne reconnaisse pas l'objet, pardon, que... Bon, je me suis mélangé un peu les pinceaux. En tout cas, disons que lorsque c'est le calcul de la forme qui pose problème, c'est les aspects plus dorsaux de la perception. Lorsque c'est l'accès à la sémantique, même lorsque la forme est préservée, ce seraient les aspects sémantiques ou temporels de la cognition visuelle. Bon, et après, un test qui est très utile pour voir les aspects sémantiques, c'est le test la dénomination d'objets, tout simplement, où on passe une série d'une quarantaine d'objets à la personne. C'est des objets en général que la personne a connus dans sa vie, si elle appartient à une culture proche de la nôtre, mais qui ne sont pas présents tous les jours, comme par exemple un compas. Et la personne doit nommer l'objet, par exemple. Et dans les cas où la personne ne peut pas le nommer, elle doit montrer qu'elle l'a reconnu. Ça peut servir à là aussi à voir dans quels sont ces cas où la description de l'objet est préservée, mais qu'il y aurait une attente sémantique, par exemple. Et finalement, un des meilleurs outils pour évaluer la manipulation spatiale, la partie des mémoires de travail et modalités visuelles, c'est les cubes de Corsi, où ce qu'on fait typiquement, c'est montrer aux patients une séquence de cubes, c'est-à-dire on touche des cubes dans une séquence arbitraire, par exemple 1, 9, 7. Il faut savoir que la personne en face ne voit pas les chiffres, c'est-à-dire que les chiffres sont visibles côté l'administrateur, mais pas visibles côté patient. C'est-à-dire que les patients n'ont pas d'accès à une identification canonique par les chiffres des cubes, sinon qu'il doit faire cette identification en fonction de la localisation d'un point de vue égocentré.
et après suivre une séquence donnée qu'on lui montre. Par exemple, 1, 9, 7, 2, la personne doit reproduire cette séquence. Cette capacité à maintenir active une trajectoire des mouvements est censée faire partie de la mémoire de travail et voir où est la limite de la personne, combien de cubes la personne réussit à reconstituer sans se tromper, est une mesure assez commode et assez canonique des troubles de mémoire de travail.